Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la chaîne montagneuse des Pyrénées a servi de refuge et d'espoir pour plus de 23 000 évadés français. Militaires voulant rejoindre les forces françaises libres, juifs fuyant la déportation, opposants au régime de Vichy, pilotes abattus en territoire occupé, prisonniers de guerre évadés et réfractaires au service du travail obligatoire. Tous furent animés par le désir de s'évader et de retrouver leur liberté. Sans préparation physique, mentale ou technique, aucun d'entre eux n'était prêt pour ce qui les attendait. Aujourd'hui, avec les avancées du tourisme, de l'équipement et des techniques de randonnée, il est difficile de concevoir ce qu'ils ont traversé. On s'est donc mis en tête d'emprunter le plus difficile de ces chemins, de traverser les Pyrénées jusqu'en Espagne, seul et en autonomie, en cherchant à mieux comprendre l'épopée qu'ont dû traverser ces milliers d'évadés à la recherche de la liberté. Et comme vous allez vite le comprendre, on n'était pas prêt. Bon il pleut. Début de la deuxième journée, il pleut encore. Il pleut encore là. La victoire. Bien mérité. Vous savez que ça là, c'est le premier bout de ciel bleu qu'on voit depuis 2 jours. Je filme pas beaucoup parce qu'en vrai je suis en train d'en chier là. Et le soleil tape. Là ça y est, on est en train de passer dans les névés. L'Espagne. Après l'offensive allemande de mai 1940 et la séparation de la France en 2 zones, une zone occupée au nord et une zone libre au sud, de nombreux civils et militaires cherchant à échapper aux persécutions se réfugièrent dans la zone libre. Mais dès le 11 novembre 1942, date d'entrée des Allemands en zone non occupée, ceux qui voulaient fuir l'occupation allemande, les mesures raciales et antisémites, ou ceux qui voulaient poursuivre le combat en rejoignant Londres ou l'Afrique du Nord, n'avaient d'autre choix que de traverser la France du nord au sud, puis l'Espagne. Le problème est qu'entre les deux se trouve une barrière presque infranchissable, les Pyrénées. Les premières traversées se font aux extrémités de la chaîne, là où le relief est moins escarpé et les routes praticables sont plus nombreuses. Ces zones où la montagne est moins élevée sont plus faciles à franchir, mais aussi davantage surveillées par les Allemands. En haute montagne, bien que la surveillance soit plus faible en hiver, les conditions de passage y sont beaucoup plus difficiles en raison du climat et de la nature. Avec la mise en place du service de travail obligatoire début 1943, les évasions augmentent fortement, ce qui entraîne un renforcement de la surveillance par les Allemands. De nombreux gardes-frontières sont déployés tout au long des Pyrénées, et les patrouilles en haute montagne se multiplient. Une zone interdite de 20 km de large est même instaurée le long de la frontière espagnole. Face à l'improvisation des premiers passages, il devient essentiel de former des organisations mieux structurées, plus méthodiques et surtout plus discrètes. Ainsi, de véritables réseaux se mettent en place, britanniques, belges, hollandais, polonais et français, avec pour objectif non seulement de faire passer des hommes, mais aussi des informations et des documents. Plusieurs des principales voies d'évasion furent opérationnelles tout au long de la guerre. La ligne Comet et le réseau Pat O'Leary en sont de bons exemples. Le département de l'Ariège est un endroit idéal pour les évasions, avec ses nombreux passages variés, ses vallées profondes, ses forêts et ses grottes où se cacher. Le chemin que nous allons suivre se distingue par sa réputation, sa longueur et sa difficulté. Le chemin de la Liberté près de Saint-Giron dans le Couserans. Situé à la frontière de la zone interdite, la petite ville de Saint-Giron permet d'accéder à plusieurs vallées pour franchir la frontière. Notre chemin d'évasion, contournant le grand massif du Mont-Vallier, est considéré comme étant à la fois le plus sûr car peu surveillé par les soldats allemands, mais aussi le plus long et le plus éprouvant des itinéraires. Notre chemin démarre ici, au pont du chemin de la Liberté à Saint-Giron. On a environ 4 jours pour traverser les Pyrénées et atteindre l'Espagne. Pour cette aventure, je suis accompagné de Lucas. Certains se souviendront de lui dans la vidéo sur les plus hautes mines d'Europe. À l'époque, une voie ferrée reliait Toulouse à Saint-Giron, permettant aux évadés de rejoindre rapidement la limite de la zone interdite instaurée par les Allemands le long de la frontière espagnole. Mais ne tardons pas, on a de la route devant nous, allez, c'est parti. Bon, au final il pleut donc difficile de sortir la caméra. Et puis en vrai sur ces premières heures de marche il n'y a pas grand chose d'intéressant. Enfin en tout cas on n'y voit rien, donc autant bien avancer. Bon il pleut. Il
Là il pleut. Mais on avance. Bon, on a les pieds mouillés. On est tombé au moins 10 fois chacun. Mais on est encore là. Bon, normalement à partir d'ici, on devrait apercevoir le sommet aplati du massif du Mont Vallier, dont la face sud-est doit être franchie avant d'atteindre la frontière espagnole. On devrait aussi apercevoir le col de Crabero, à plus de 2300 mètres d'altitude. Si tout se déroule comme prévu et qu'on réussit notre traversée vers l'Espagne, c'est par ce col que nous devrions passer dans 2 jours. Ça risque d'être compliqué, mais on garde la motivation. Donc voilà, on est au col de l'Artigue, à 880 mètres d'altitude. Derrière moi, dans la brume, là, il y a une grange où un jeune passeur de 19 ans, Louis Barrault, a été tué par les Allemands. On va aller voir ça plus près. On peut distinguer à 200 mètres au-dessus de nous une petite grange cachée dans un bosquet. C'est là que Louis Barrault, un guide et passeur de 19 ans, a été capturé puis tué par les Allemands en septembre 1943. En avançant, des questions nous viennent à l'esprit. Qui étaient ces passeurs? Combien étaient-ils? Comment ont-ils réussi à échapper aux patrouilles allemandes? Parmi les passeurs du Couserans, on compte des bergers, des contrebandiers, des forestiers, des chasseurs d'isards et même des paysans des villages frontaliers. Grâce à leur parfaite connaissance du terrain et des habitudes de leurs poursuivants, ils déjouèrent les pièges et aidèrent environ 3000 personnes à s'évader à travers les Pyrénées. Au total, plus de 100 passeurs couseranais furent arrêtés, déportés ou même tués sur le champ alors qu'ils tentaient de fuir à travers les montagnes. Quand ils avaient atteint les montagnes, les hommes étaient alors cachés dans des lieux de rassemblement secrets, jusqu'à former des groupes prêts à tenter l'ascension finale, de nuit, vers la frontière espagnole. Le hameau d'Onac était utilisé comme zone de regroupement, et nous avions l'objectif de l'atteindre aujourd'hui et d'y passer la nuit. Bon, pas de chance, l'orage gronde au loin et lorsqu'on appelle le domaine d'Onac, on nous indique qu'il est réservé pour un mariage le soir même. On décide alors d'appeler la petite ferme voisine d'Espins. Mathias vient alors à notre secours et nous prête sa grange pour la nuit. Voilà, on va dormir pour la nuit. On nous a gentiment prêté une grange. Voilà, on peut dire qu'on est dans le thème de la vidéo. On s'installe comme on peut et prenons conscience de la chance que nous avons de ne pas passer la nuit sous l'orage et la pluie. Il y a un mot timing là. On a super bien dormi. Non, en vrai, on a passé une nuit de merde. Mais bon, on était au sec et on remercie Mathias de nous avoir trouvé un toit pour la nuit. Allez, on rassemble nos affaires et on continue notre chemin. Allez, début de la deuxième journée. Il pleut encore. Mais là, on va bien grimper là. C'est parti. Pendant la guerre, l'itinéraire de ce deuxième jour traversait une montée dense de fougères, de ronces et de buissons. Ces dernières années, l'expansion de l'exploitation forestière a rendu ce chemin d'origine totalement impraticable. On décide donc de passer par le col de la Cor, à 1395 mètres d'altitude. Pendant la montée, on réalise que la première journée n'était qu'un échauffement, et que la véritable ascension commence bien aujourd'hui.
Comme vous pouvez le voir, la vue est magnifique dans toutes les directions et on en profite à 100%. Ça c'est pas mal ça. On va le faire. On est tombé sur ce bout de bois, sur ce tas de bois là. Et il y a ce petit mot. Ce qu'on va faire, tu vois la palette qu'il y a là. On va Ouais. se mettre chacun d'un côté, on va la porter. La palette. Verre de jus ou pas? Ouais, Verre de jus? Allez, verre de jus. On va voir, hein. On va attaquer le... Oh, t'es chaud quand on le fait? On ramène une planche. Hein? Une 4. planche. 4 carrément, non, attends, un jus de fruits, c'est bon. Vas-y, on va ramener la planche. La victoire. Bien mérité. Vous savez que ça là, c'est le premier bout de ciel bleu qu'on voit depuis 2 jours. Et puis on voit enfin des montagnes. On voit enfin qu'on est en montagne. Là, ça fait du bien. Après une pause bien méritée, on sèche nos affaires et on termine la journée à la cabane de Subera, située à 1500 mètres d'altitude. Le berger joyeux et très accueillant nous montre où installer nos tentes. Aujourd'hui, on va atteindre et dépasser les 2000 mètres d'altitude. On décide alors de se lever tôt, aux alentours de 4 heures, et d'attaquer la première montée à la frontale. Le plan est bon, on avance bien, on s'habitue au rythme de la montagne. Mais nous sommes à la recherche de quelque chose dont nous a parlé le berger de la veille. Là, on s'est levé tôt ce matin. On s'est levé à 4 heures pour prendre de l'avance, avancer un peu sous les étoiles. Et là, on est pas loin du col de Crabero. Et on cherche les débris de l'avion là. Après 2 longues heures, nous voilà enfin confrontés à ce que nous cherchons. À 2200 mètres d'altitude, on tombe sur les premiers débris d'un bombardier de 1945. Donc là, on vient d'arriver au débris du Halifax. Et on va faire voler le drone un petit peu là. Le 19 juillet 1945, ce bombardier britannique Halifax de l'escadrille 644, stationné à Tyrant Rushton en Angleterre, décolla pour un vol d'entraînement. À son bord, 7 membres d'équipage. Leur mission du jour était simple, suivre un itinéraire qui les conduirait au-dessus de Toulouse et de Sète avant de rentrer à la base. Mais l'avion dévia soudainement de sa route prévue et se dirigea vers les Pyrénées. Le Halifax s'écrasa contre le pic de Lempo, un sommet isolé des Pyrénées, à plus de 80 km de son itinéraire initial. L'accident, attribué à une erreur de navigation et au vent Mistral, fut fatal pour les 7 membres d'équipage. Voilà qu'on attaque la pente raide jusqu'au col de Crabero. Vous voyez ça là? Ça c'est quand on n'a pas le choix, quand on lave son linge et qu'on veut quand même avancer. Comme ça,
Ça va bien sécher là. Là, on continue vers le col. Et je filme pas beaucoup parce qu'en vrai, je suis en train d'en chier là. Mais il nous reste pas trop longtemps là. On y est presque. Alors le col devrait être là où il y a Lucas, là-haut. Putain, j'en chie. Mais c'est magnifique. Alors là, dire que nous on a commencé à Saint-Giron qui est par derrière là, tout en bas. Putain. Peut-être que je galère bien aujourd'hui, mais imaginez ce que cela devait être à l'époque. Aucun d'eux n'était prêt ou équipé pour ce qu'ils allaient affronter. Aujourd'hui, avec l'essor du tourisme, la popularité croissante de la randonnée, l'évolution incroyable du matériel et les avancées technologiques facilitant l'orientation en montagne, il est difficile d'imaginer ce qu'ont enduré ceux qui ont traversé ces cols. Ah bordel. Ouh. Ah putain, j'ai déclenché les marmottes. Vous entendez le cri aigu là, c'est les marmottes. Pour ces hommes, la randonnée n'avait rien d'un loisir ou d'une mode. Ils avaient tout quitté, n'emportant que le minimum en un minimum de temps. Au début de l'année 1943, avec une surveillance renforcée, les Allemands et la milice française multiplièrent les embuscades le long de ces chemins. De novembre à mai, les passages étaient à la fois plus difficiles à cause du climat et des dangers physiques, mais aussi moins surveillés. Les groupes choisirent donc de marcher de nuit pour éviter d'être repérés, prenant peu de repos pendant la journée. Le brouillard pouvait les désorienter, les poussant à errer plusieurs jours dans la montagne, et parfois même à revenir en France involontairement. Nous voilà enfin arrivés au col. Plus qu'un seul à franchir avant de pouvoir poser les tentes ce soir. Le col de Pécouche à 2500 mètres d'altitude. D'ici on aperçoit la crête granitique du Mont Vallier. On n'est pas très loin de la frontière, mais le plus dur est encore à venir. Là on part de la cabane des Espugues. On a fait passer un petit message de Mathias de la ferme des Esbins. Quête secondaire accomplie. Nous on s'avance vers le Mont Vallier. Là on continue à avancer. Il y a le col là-haut. Ensuite on arrive au refuge des Estagnots. Mais là franchement ça monte. Je pense qu'on le voit pas trop en vidéo mais faut le faire pour le voir. Sous le soleil de fin d'après-midi, même Lucas peine à avancer. Mais on se motive entre nous et on monte lentement vers le dernier col de la journée. Le refuge des Estagnots a régulièrement été utilisé pendant la guerre par les différents guides de montagne et les hommes épuisés qui essayaient de s'échapper clandestinement vers la liberté. Allez, on entame la 4e journée de notre traversée. On rassemble nos affaires, on allume la frontale et on se remet à marcher. Motivé ce matin? Oui. Toujours motivé? Toujours, on laisse pas tomber. On s'est encore levé de bonne heure ce matin. Là on est en train de descendre au premier lac. Ensuite je monte ça. Hop, on descend au premier lac. Ensuite on doit monter au deuxième. Et prendre une grande montée. On passe le col et on est en Espagne. Ça y est, on est au premier lac. Et on a ça à monter pour aller au deuxième.
On n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de l'Espagne, mais il nous reste une dernière et ultime grande ascension vers le col de la Clawière, faisant office de frontière. Aujourd'hui, certains passages sont particulièrement difficiles. On franchit d'étroites cheminées rocheuses au bord d'une falaise abrupte, avec seulement de petites mains courantes pour nous empêcher de tomber en arrière vers une mort certaine. Sujet au vertige, je me concentre et avance lentement, sans même envisager de sortir la caméra. Pendant ce temps, Lucas, installé un peu plus loin, en profite pour filmer quelques plans de la vue et vous montrer le chemin emprunté. Et après on va attaquer la montée et là on a le col ici. On a tout ça à monter. Et l'Espagne juste derrière ici là. Là on arrive très bientôt au col. Là où il y a du soleil, c'est l'Espagne. J'arrive plus à parler. Déjà quand on est normal c'est compliqué, alors là, je vais me concentrer sur le fait de respirer. À l'approche de la frontière, le passeur faisait demi-tour, parfois même avant de l'atteindre, abandonnant des groupes d'évadés désemparés qui devaient alors terminer le trajet par eux-mêmes. Là ça y est, on est en train de passer dans les névés. Et je pense qu'en 1944, tout ça a été rempli de neige. Je pense que c'était un névé vachement plus impressionnant. Dans cette vallée étroite remplie de rochers instables, on monte vers le dernier col de l'aventure. La présence de ce petit névé permanent nous facilite l'ascension sous les yeux observateurs des isards qui errent sur les pentes voisines. J'en compte 25. Donc il y a pas mal d'isards là. Ça y est, le col est en vue. Ah, ça y est, on est sur les derniers mètres. Il y a quoi là? 10 mètres dénivelé? Incroyable. Ça y est. L'Espagne. Top là, c'est réussi. Parfait. Félicitations. Projet abouti. Hein. Nous voilà enfin arrivés au col de la Clawière à 2522 mètres d'altitude. Devant nous s'étend une vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées espagnoles, et avec elle, le premier goût de liberté pour ces hommes qui ont traversé ces sommets majestueux pour des raisons bien différentes. Mais la liberté pour la grande majorité des évadés français était de très courte durée. Au début de la guerre, ceux capturés par les gardes frontières espagnols étaient renvoyés en France, où le régime de Vichy les internait avant de les remettre aux autorités allemandes. Plus tard, les évadés étaient conduits dans des camps de détention, comme Lérida ou Miranda, connus pour leurs conditions de vie éprouvantes. Avant de rejoindre l'Afrique du Nord et les forces de la France libre, ces hommes déjà affaiblis par leur difficile traversée des Pyrénées étaient enfermés dans des conditions sordides, ignorant quand ils retrouveraient leur liberté. Bien que Franco, allié d'Hitler, ait sévèrement traité les nouveaux arrivants en les emprisonnant pendant plusieurs mois, il finissait par les libérer grâce à des accords économiques secrets passés avec les Alliés. Ce n'est qu'à ce moment-là que les évadés de France reprenaient leur chemin pour enfin atteindre l'armée de la Libération. Bon, ça y est, on est en train de redescendre du col côté espagnol. Sacrée aventure. Parcourir le chemin de la liberté dans son intégralité, c'est donner vie à ces quelques pages d'histoire.
C'est aussi ressentir, ne serait-ce qu'en partie, les dangers et les difficultés auxquels ont été confrontés ces hommes qui ont emprunté cette route à travers la haute montagne pour fuir l'oppression et retrouver leur liberté. Depuis 1994, ce chemin de la liberté est devenu un itinéraire touristique et un lieu de mémoire, en commémoration du 50e anniversaire du débarquement. Cette année-là, une association a été créée pour préserver la mémoire de cette période de l'histoire ariégeoise. Ce chemin symbolique a été réhabilité, suivant le parcours montagnard le plus fréquenté par les évadés clandestins entre 1942 et 1944. Ce n'est pas une randonnée facile, une traversée plutôt exigeante et difficile. Je pense que cela se voit à ma tête sur la plupart des plans de la vidéo. Dans tous les cas, on est fiers d'avoir réussi le chemin et de pouvoir le partager avec vous. Ah bordel. Ouh. Je tiens à remercier l'association La Maison de la Liberté à Saint-Giron, qui m'a apporté de nombreuses informations sur ce chemin. Chaque année, l'association organise une randonnée sur cet itinéraire. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de leur site en description. J'aimerais aussi remercier Richard Prime et les guides de montagne Alan Hahn et David Norris, qui m'ont tous les trois apporté leur connaissance et leur soutien pour la création de cette vidéo. Et puis comment ne pas remercier Lucas pour ses beaux plans de drone, sa solidarité et son infaillible motivation. Si vous souhaitez suivre ce chemin vous-même ou si vous avez des questions sur la logistique et le matériel, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et sur ce, on se dit à très bientôt sur le chemin.